C'est le fait d'avoir trouvé ce portrait qui a suscité mon intérêt pour les Afro-Américains en Union soviétique dans les années 1930. J'ai une maîtrise en littérature russe, je parle russe, et j'ai vécu en Russie à la fin des années 1980. Mais le fait d'avoir trouvé ce portrait m'a troublé. Comment se faisait-il que je n'étais pas au courant ? Je ne savais pas du tout que beaucoup d'Afro-Américains étaient partis en Russie dans les années 30. Dans les années 1920-1930, plusieurs centaines d'Afro-Américains sont partis vivre en Union soviétique, et beaucoup de leurs descendants vivent encore en Russie. Il n'y a pas de sang russe en moi, mais pour répondre à votre question sur la façon dont je m'identifie, je le dirai sans la moindre hésitation. Bien sûr, je suis russe. Les Russes que je rencontre ici me perçoivent d'abord comme une étrangère. Mais quand je leur parle russe, ils disent « Mais attends, tu es des nôtres, tu es russe ». Dans leur pays, les Afro-Américains faisaient face au racisme et à une absence totale de perspective. Une fois, mon père a regardé une femme blanche par la fenêtre. À l'époque, on n'avait pas le droit de regarder les femmes blanches, alors il avait peur d'être lynché. Alors ils ont décidé de tout laisser derrière eux et de commencer une nouvelle vie dans un pays dont ils ne savaient presque rien. Certains Afro-Américains qui sont allés en Union soviétique dans les années 1930 ont connu un grand succès. Je suis devenu extrêmement populaire grâce à ce film. Quel genre de voiture avez-vous? Nous avons vu votre belle voiture en arrivant. Une Jaguar. Et maintenant, près de 100 ans plus tard, l'histoire se répète. Mon arrière-grand-père, George Steins, est venu en Russie probablement au pire des moments. Et je me suis dit, pourquoi pas moi? Et si je venais ici? Ma grand-mère s'appelait Berta Bialik et le nom de mon grand-père était Olivier Golden. Mon grand-père était afro-américain, fils d'esclave. À l'époque, la décision de ma grand-mère de se marier et de lier son destin à quelqu'un comme lui, pour une fille blanche, épouser un Américain noir, c'était du jamais vu. Mes grands-parents pensaient qu'ils n'avaient pas d'avenir en tant que couple en Amérique. Les couples mixtes étaient une vraie question aux États-Unis, principalement en raison des lois Jim Crow et d'une grande haine vis-à-vis des Afro-Américains. Cette idée de se mettre en couple avec un noir était absolument inacceptable pour de nombreux blancs. C'était illégal dans beaucoup d'États. Pourquoi mes parents ont choisi l'Union soviétique? Eh bien, tout d'abord, ils étaient séduits par les idées communistes et socialistes. Et ensuite, l'idée de vivre dans un pays qui ne connaissait pas le racisme les attirait beaucoup. C'était un nouveau pays en train d'être façonné et par sa constitution, il s'opposait à toutes sortes de discriminations raciales, sexuelles ou autres. Mon arrière-grand-père, George Steins, est de Smithfield, en Virginie. Il s'est retrouvé en Russie de manière très particulière. Il a su décrocher un contrat étonnant avec le ministère soviétique de l'Agriculture. Il est monté sur un bateau et s'est retrouvé en Union soviétique dans les années 1930. Il est important de se rappeler que c'était la période de la Grande Dépression. C'était aussi une période où le gouvernement soviétique recrutait massivement des personnes ayant des compétences techniques. Il avait un diplôme universitaire en agriculture. Et en Amérique, il n'y avait pas d'opportunité de carrière, pas d'emploi, et il y avait beaucoup de discrimination. Alors que pouvait-il faire? Il est allé dans un pays dont il ne connaissait pratiquement rien. Les actualités présentaient la Russie comme un pays communiste.
À quoi bon y aller? George Tynes avait un rêve. Il a trouvé une solution. Et il est rentré dans l'histoire. Certains Afro-Américains qui sont allés en Union soviétique dans les années 1930 ont connu un grand succès. Par exemple, Lloyd Patterson et son fils James Patterson. James Patterson est devenu célèbre en étant le bébé du film Le Cirque. Le Cirque est un film qui a une histoire extraordinaire. On dit que c'était le film préféré de Staline. Dans la scène d'ouverture, nous voyons une femme qui essaie d'échapper à une foule en colère, la menaçant et lui jetant des pierres. Et on réalise que ce paquet qu'elle porte est son enfant noir. Dans la scène finale, l'impresario allemand révèle la vérité au public dans le cirque en expliquant qu'elle a un enfant noir. Et bien sûr, le public soviétique a réagi de la façon suivante. On se fiche bien qu'il soit violé ou à poids. Et ensuite, chacun prend le petit Jimmy dans ses bras et tout le monde lui chante une berceuse dans toutes les langues de l'Union soviétique. Ce film ne pouvait pas être plus propagandiste, mais à l'époque, il était incroyablement populaire. Même la chanson du film, « Vaste est mon pays », est devenue une sorte d'hymne de l'Union soviétique. Il est certainement juste de dire que l'Union soviétique était au premier plan dans la lutte contre le racisme au niveau gouvernemental. Ce petit garçon noir qui a joué dans le film Le Cirque a maintenant 87 ans. Il est né et a grandi en Union soviétique. Il a servi dans la marine en tant que sous-marinier. Ensuite, il est devenu écrivain et il a écrit des nouvelles. Au début des années 1990, après l'effondrement de l'Union soviétique, Jim Patterson s'est installé aux États-Unis, dans la patrie de son père, Lloyd Patterson, pour traduire des ouvrages en anglais. Il vit maintenant seul dans un logement social à Washington. Ce film m'a fait. Je suis devenu extrêmement populaire grâce à ce film. Staline me connaissait parce qu'il aimait ce film, Le Cirque. Alors que je marchais devant les gradins avec les autres enfants, Staline m'a reconnu. Les autres étaient blancs et moi j'étais un peu bronzé. Le père de Jim, Lloyd Patterson, comme beaucoup d'autres Afro-Américains, a déménagé en URSS parce qu'il a décroché un contrat. Mais il a tellement aimé le pays qu'il y est resté et y a créé une famille. À Moscou, il fréquentait des cercles où il n'aurait jamais été admis aux États-Unis. Il avait une femme et 3 fils, une carrière. Il était occupé tout le temps. Sa femme s'appelait Vera Aralova. C'était une designer assez connue, une scénographe. Aussi étrange que cela puisse paraître, il avait beaucoup d'opportunités dans le Moscou stalinien de 1932. Для тебя
Et voici Ross. Ross, un des Américains arrivés avec mon père. Mon père, Robert Harry Ross Johnson, est arrivé ici en 1932 en tant qu'exilé politique américain. Il a joué dans de nombreux films de différents studios. Mosfilm, Gorky Film Studio, Yalta. D'où venez-vous? Du Kentucky, monsieur. Quel est votre prénom? Tom, monsieur. Quel emploi aviez-vous? J'étais manager chez monsieur Shelby. Aurait-il pu jouer dans des films, être acteur en Amérique à l'époque? À l'époque, je ne pense pas. J'en doute. Il est né à Auburn, dans l'Alabama. C'était un État très raciste. Inessa Ross, fille de l'acteur soviétique Robert Ross, est née et a grandi en Russie et vit maintenant avec son fils James près de Moscou dans une grande maison de campagne. James était doué pour les sports. À la fin des années 1980, il a joué pour l'équipe remplaçante de l'un des clubs de football les plus populaires du pays, le Spartak Moscou. Lors d'un match à Dnepropetrovsk, Beskov l'a fait jouer pour la première équipe. Et quand il est rentré sur le terrain, il a été accueilli par un tonnerre d'applaudissements. C'était le premier garçon à la peau noire dans le football soviétique. Le racisme existait-il en Union soviétique ? Dans mon quartier, tout le monde savait que dire des choses offensantes sur ma couleur de peau était une chose dangereuse. Que s'est-il passé après la chute du rideau de fer lorsque les descendants des Afro-Américains ont eu l'opportunité de retourner en Amérique ? Je n'arrivais pas à savoir ce que je pourrais vraiment faire là-bas. Et pourquoi maintenant, 100 ans plus tard, la Russie attire-t-elle à nouveau les Afro-Américains ? J'adore Pouchkine. Jour et nuit sur la chaîne d'or danse un chat savant qui sait parler. S'il va à gauche donc il chantonne et à droite il conte des histoires. On me demande souvent si j'ai été confrontée au racisme en Union soviétique. Bien sûr que oui. Dans la Russie d'aujourd'hui, vous auriez du mal à trouver quelqu'un qui n'a pas entendu parler d'Elena Kanga. Elle travaille à la télévision depuis la fin des années 1980 et présente de nombreux talk-shows populaires, et notamment la première émission dédiée au sexe sur la télévision russe. Bonsoir messieurs, merci beaucoup de nous rejoindre dans la première édition de notre émission sur l'amour et le sexe. J'ai été insultée à cause de ma couleur de peau parce que j'étais différente. Quand j'étais enfant, on me demandait souvent « Pourquoi t'es noire ?» Les enfants me demandaient ça, et je répondais « Parce que mon père vient d'Afrique. » Et ils disaient « Attends, mais tu es née à Moscou, où il fait froid en hiver. Tu aurais déjà dû devenir blanche. » Nous étions tout simplement uniques, surprenants. Il n'y avait pas d'autres personnes à la peau noire là-bas, vous comprenez ? Le père d'Emilia Tynes, George Tynes, a déménagé en URSS dans les années 1930. Avec d'autres Afro-Américains, il a choisi de s'installer en Ouzbékistan, où il a participé au développement de l'élevage bovin dans les kolkhozes soviétiques. C'est là qu'Emilia a passé son enfance. L'enfance a été la période la plus difficile. On nous appelait tout le temps nègres. Je détestais ça, mais que pouvais-je faire ? Après le déménagement à Moscou en 1954, c'est évidemment devenu beaucoup plus facile, parce qu'il y avait des Arméniens, des Ouzbeks et des enfants de plein d'autres ethnies. Il y avait une différence entre le racisme en Amérique et le racisme en Union soviétique. Alors qu'en Amérique, le racisme faisait partie du système, en Union soviétique, le racisme relevait du quotidien. Ni mon grand-père Olivier Golden, ni ma grand-mère, qui a grandi à Tachkent, n'ont assisté à des démonstrations du racisme. Ils ont eu des problèmes parce qu'ils étaient américains. Ni mon grand-père, ni ma grand-mère n'ont été autorisés à rejoindre le Parti communiste soviétique. C'était blessant. Ils savaient que le racisme existait aussi en Europe, mais au moins s'ils allaient à Londres ou à Paris, ils pouvaient séjourner dans les meilleurs hôtels. Ce n'était pas le cas en Amérique. La vie quotidienne d'un Afro-Américain dans les années 30 était frustrante. On ne pouvait pas aller dans certaines parties de la ville et dans certains magasins.
Même si on accueillait les Noirs dans certains hôtels, il y avait des toilettes séparées pour les Noirs et pour les Blancs. Même chose pour les fontaines à eau. Et puis, pour les Blancs, l'eau était de meilleure qualité. J'y ai pensé plusieurs fois. Je ne sais même pas pourquoi davantage d'Afro-Américains n'ont pas essayé de partir vers d'autres pays. Peut-être que tout simplement, cela ne leur venait pas à l'esprit. Comment le fait d'avoir un nom de famille inhabituel et une apparence inhabituelle a affecté ma vie en Russie? C'était particulier. Mais ce n'est pas comme si ça avait eu un véritable impact sur ma vie, comme par exemple ne pas être accepté quelque part ou autorisé à faire quelque chose, ou encore être écarté. Ce genre de choses n'est jamais arrivé. Après l'effondrement de l'Union soviétique, les descendants d'Afro-Américains ont eu l'occasion de voyager et de voir la patrie de leurs parents pour la première fois. Le petit-fils de George Tynes, Georgi Tynes, faisait partie de ceux qui sont allés aux États-Unis au début des années 1990. Ma première impression a été celle de quelqu'un venant d'arriver d'Union soviétique. Tout semblait sensé, bien organisé. Il y avait de bonnes routes, des soins abordables, beaucoup de nourriture dans les magasins. On pourrait sortir la nuit, acheter une bière. C'était impensable en Union soviétique. C'était surprenant de voir tant de gens à la peau noire. J'ai vu beaucoup de Noirs conduire des voitures chères. J'ai vu aussi que les jeunes Noirs étaient assez débridés. Ils se comportaient comme les jeunes voyous chez nous. Ai-je eu l'impression de revenir dans ma patrie historique? Eh bien oui, j'ai ressenti quelque chose comme ça. Un espèce de frémissement en pensant que c'est là, ma terre, la patrie de mon grand-père. Mais vous n'y êtes pas resté? Je ne suis pas resté pour un certain nombre de raisons. Je n'arrivais pas à comprendre ce que j'allais faire là-bas. Pourquoi irais-je chercher un emploi chez McDonald's alors que j'avais un diplôme universitaire? Et puis j'ai grandi en Russie, j'avais pour habitude de fréquenter des gens qui parlaient russe, qui lisaient des livres russes, Dostoïevski. En Amérique, ils sont surtout concentrés sur leurs affaires, le côté pratique des choses. Ce sont des gens intéressants, mais ils sont différents. Et j'ai senti que les contacts personnels que j'avais en Russie me tenaient trop à cœur. Donc je suis revenu ici. Contrairement à Georgi Tynes, sa tante, Emilia Tynes, s'est installée aux États-Unis et est devenue citoyenne américaine. Elle y vit depuis 10 ans. La raison, c'est que la vie en Amérique est confortable, comme on dit. Mais mon cœur, bien sûr, appartient à la Russie. Je ne comprends pas vraiment la culture afro-américaine, vous savez, alors que la culture russe m'est très proche. Bien sûr, ces dernières années, j'ai vu et entendu parler de tous ces meurtres d'Afro-Américains à la télévision. Pour les Afro-Américains qui sont nés à Harlem, dans des familles pauvres, il est presque impossible d'évoluer dans la société en raison d'un manque d'éducation. Nous avons été éduqués ici, en Union soviétique, et gratuitement en plus. On nous a donné cette opportunité. Tout d'abord, j'ai fait l'Institut de gestion de Moscou, puis j'ai obtenu un MBA à l'Académie russe d'économie nationale. 2 diplômes? Eh bien, de fait, oui. Nous sommes dans le bureau de la société dont je suis actionnaire et président. Nous sommes une entreprise de taille moyenne, c'est-à-dire que notre chiffre d'affaires est d'1 milliard. 1 milliard de roubles? Oui, 1 milliard de roubles. Quel genre de voiture avez-vous? Nous avons vu votre belle voiture en arrivant. Une Jaguar. J'ai une nièce à Moscou, Francine. Pourquoi parler d'elle? Parce qu'elle est née à Moscou, a déménagé aux États-Unis avec sa mère et a vécu pratiquement toute sa vie là-bas. Et maintenant, elle a décidé de revenir en Russie. Pourquoi j'ai pris la décision de m'installer en Russie? Je voulais quitter un pays où je faisais face à la discrimination, le racisme au quotidien. Avons-nous surmonté tous les problèmes raciaux des années 1930? Non, pas du tout. Si vous regardez les récents événements, tout est très similaire aux décennies passées.
Il y a une situation dont je me souviens comme si c'était hier. J'avais demandé de l'aide à la police, c'était une situation d'urgence. C'est ensuite que je me suis retrouvée victime. 3 policiers m'ont attrapée et m'ont jetée par terre. Et j'ai eu des bleus au bras. Je pensais qu'ils allaient me tuer. Je pensais qu'ils allaient me tirer dessus. C'étaient des officiers blancs. C'est la pire expérience de ma vie. Et je ne veux jamais, jamais la revivre. J'ai été bouleversée parce que j'ai grandi dans une famille orthodoxe russe normale. Nous ne sommes pas des gangsters. On n'a pas d'armes chez nous. On n'a pas de pull à capuche. Je pensais que la police était là pour m'aider. Pourquoi ne m'ont-ils pas aidé ? L'histoire se répète encore et encore. Cela n'a pas été réglé. Quand mon arrière-grand-père, George Steins, a fait face aux discriminations dans les années 1930, pendant la Grande Dépression, à l'époque du mouvement des droits civiques, maintenant c'est la même chose. C'est simplement une version différente. Je vis à Moscou depuis 1 an précisément. J'enseigne l'anglais, je suis professeur. Je me sens libre en Russie. Parce qu'ici, peu importe l'heure qu'il est, je peux aller dehors en toute sécurité. Un jour, nous étions près du métro, assis sur un banc. Je me souviens des policiers. 2 policiers marchaient vers nous. Mon cœur s'est mis à battre très vite. Boum, 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 boum. Pourquoi ? Parce que, vous savez, en Amérique, quand vous voyez la police, vous comprenez que vous êtes tout petit. C'est traumatisant. J'ai dit, Olga, tu peux leur parler ? J'avais peur. Elle leur a dit que son ami venait de déménager d'Amérique et que j'étais russe. Et le policier a dit, ah bon ? 5 minutes plus tard, ce même policier, il est revenu avec un grand bouquet de fleurs, quelqu'un que je ne connaissais pas. Et il m'a dit, « Bienvenue en Russie, tu es ici chez toi. » C'est chez moi, c'est vrai. C'est une partie de moi. Et plus je vis ici, plus je m'en rends compte. Je ne vais nulle part. Les Russes que je rencontre ici me perçoivent d'abord comme une étrangère, mais quand je leur parle russe, ils disent « Mais attends, tu es des nôtres, tu es russe ?» Mon grand-père croyait que le tennis était un symbole de prospérité, un symbole de succès. Quelque chose que les Blancs aisés faisaient pour leurs enfants. Donc il voulait aussi que son enfant fasse toutes les choses que les riches Blancs faisaient. Et à votre avis, qu'ai-je fait quand j'ai eu mon propre enfant ? Quand ma fille a eu 5 ou 6 ans, je l'ai amenée prendre des cours de tennis. Elle ne voulait pas, elle criait « Je ne veux pas, je ne veux pas !» Et je lui ai dit « Si, ton grand-père a dit qu'il le fallait, et tu le feras. » C'est une question difficile. Qu'est-ce qui serait arrivé à mon grand-père et à ma grand-mère s'ils n'étaient pas venus en Union soviétique, s'ils étaient restés à New York? Mais je peux dire avec certitude que si mon grand-père et ma grand-mère me regardent de là-haut, ils doivent être très fiers de moi. S'ils voient ma vie, la vie de ma mère, et s'ils voient comment ma fille vit aujourd'hui. Nous sommes les enfants de gens de couleur. Nous sommes nés en terre soviétique. Et nous sommes heureux d'avoir enfin trouvé notre patrie. Nous aimons et chérissons notre patrie. Il n'y a pas d'autre endroit où nous nous sentons aussi libres. Et si quelqu'un demande, nous répondrons. Nous n'avons pas besoin d'autres amis. Que le monde entier le sache. C'est là que nous avons trouvé la liberté. Nous sommes les enfants de gens de couleur. Nous sommes les enfants du pays soviétique.